Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième capsule qui va porter sur la dispersion et le comportement des espèces. Donc, comment ça va influencer la répartition et l'abondance de nos espèces. On va commencer avec une petite définition. Donc, la dispersion, c'est le mode de répartition des organismes à l'intérieur des limites géographiques de la population. Mais pour faire ça plus simple, c'est simplement l'art d'envahir le plus grand territoire possible. Donc, c'est la capacité de l'espèce à se disperser sur le territoire et à occuper le plus grand territoire possible. Donc ça va dépendre grandement, non seulement du mode de locomotion de l'espèce, mais aussi de sa vitesse de déplacement. Et donc, si on prend par exemple un escargot, ben, l'escargot va se déplacer beaucoup plus lentement qu'un guépard, par exemple. Donc, on s'attend à ce que le guépard soit capable de se disperser sur son territoire beaucoup plus rapidement que l'escargot, par exemple. Par contre, il n'y a pas juste la vitesse de déplacement qui est importante, il y a aussi le mode de locomotion. Donc, les oiseaux, par exemple, peuvent se disperser beaucoup plus loin que les guépards parce qu'ils ne sont pas soumis aux barrières géographiques comme ils peuvent voler. Ils peuvent vraiment aller sur plusieurs territoires et se disperser à l'échelle planétaire versus les guépards qui vont être plus coincés sur la terre ferme, donc qui vont pouvoir se disperser rapidement, mais qui ne pourront pas aller aussi loin, par exemple, qu'un oiseau. Donc, le mode de dispersion qui dépend non seulement du mode de locomotion, mais aussi de sa vitesse de déplacement. Donc, il y a plusieurs obstacles qui sont possibles à la dispersion. Il y a des obstacles naturels, puis bien sûr, il y a des obstacles qui sont créés par l'homme. Donc, si on prend par exemple nos poissons ici, bon, là, c'est sûr que c'est juste un petit bout de terre, mais on pourrait imaginer deux cours d'eau qui passent l'un à côté de l'autre avec une très grande zone agricole, si on veut, entre les deux, et que c'est impossible pour les poissons de se rendre d'une rivière à l'autre. Donc, la dispersion est impossible dû à une barrière physique. Okay? C'est un peu la même chose ici qu'on voit avec nos sapins. Si on imagine qu'il y avait une grosse crevasse entre les deux et que pour une raison X, ils ne peuvent pas se disperser de l'autre bord dû à cette crevasse-là, ben, c'est un obstacle à la dispersion. Les obstacles faits par l'humain, par exemple, ben, ça peut être aussi simple qu'une autoroute. Okay? Les autoroutes, ben, j'imagine que vous avez déjà vu plusieurs animaux écrasés sur le bord de la route. Pas le fait d'avoir une autoroute, de limiter le déplacement de nos animaux, ben, ça limite leur capacité à se disperser sur le territoire dû aux actions humaines. Par contre, on peut quand même régler ça, entre guillemets, sensiblement. On voit l'apparition ici de zones un peu de transition pour les animaux. Donc, ils font une zone verte où les animaux peuvent passer sécuritairement au travers de l'autoroute pour favoriser la dispersion des espèces, par exemple. La dispersion des espèces peut aussi être aidée par les humains. Le fait d'utiliser le terme aider, ça ne veut pas nécessairement dire que l'impact de l'arrivée de la nouvelle espèce va être positif sur l'écosystème. Ça veut simplement dire que si ce n'était pas de l'humain, cette espèce-là ne se serait peut-être jamais rendue dans son nouvel écosystème ou sur son nouveau territoire parce qu'il n'aurait pas été capable de se disperser adéquatement. Un exemple de ça, c'est le cas de la moule zébrée. Donc, la moule zébrée que vous voyez en bas à droite, elle est originaire d'Europe, mais elle a été introduite dans les Grands Lacs à la fin des années 1980 avec les eaux de ballast. C'est quoi des eaux de ballast? C'est simplement une quantité d'eau qui va rentrer dans le bateau, donc sous la coque un peu du bateau. L'eau va faire rentrer les eaux de ballast ou va les faire sortir en fonction de. C'est pour favoriser un peu la navigation. Donc, si le bateau va être plus profond ou plus à la surface de l'eau, il fait rentrer ou sortir ces eaux de ballast. Donc, ils ont fait rentrer des eaux de ballast pendant qu'ils étaient en Europe. Une fois qu'ils sont arrivés dans les Grands Lacs, ils ont relâché les eaux de ballast et ils ont relâché par le fait même des moules zébrées qui sont aujourd'hui très présentes au Canada et aux États-Unis. C'est des espèces très, très envahissantes. Il va prendre les ressources de d'autres espèces, va être en compétition avec les autres, ce qui va un peu diminuer la biodiversité et avoir des répercussions assez importantes sur les écosystèmes. Donc, encore une fois, le fait d'être aidé par l'humain ne veut pas nécessairement dire que ça a des impacts positifs sur l'écosystème. Donc, comme je viens de le dire, il peut souvent avoir des risques à l'introduction de nouvelles espèces pour les écosystèmes. Ça peut venir perturber les populations locales, ça peut par exemple diminuer la présence de certaines espèces, ça peut même entraîner leur disparition totale si par exemple l'espèce qui est introduite entre en compétition avec une espèce locale et que c'est l'espèce introduite qui a le dessus, bien, on peut voir la disparition complète d'une espèce. Ou dans certains cas, ça va avoir un impact positif et on va voir l'augmentation en abondance de certaines populations, certaines espèces locales. Ça arrive plus rarement. Souvent, ça a davantage d'impact négatif sur les écosystèmes, mais ça arrive. Donc, si on prend notre exemple de moule zébrée et qu'on l'introduisait dans cet écosystème-ci et que la moule entrait en compétition avec cet organisme-ci qui, j'ai aucune idée c'est quoi, ça a l'air d'un perce-oreille, on va dire que c'est un perce-oreille. Donc, si la moule zébrée entrait en compétition avec notre perce-oreille, mais que la libellule ne consomme pas de moule zébrée, ben là, ça vient d'avoir un impact non seulement sur la libellule, mais aussi sur notre oiseau ici et notre oiseau de proie. Donc, un impact sur la biodiversité de l'écosystème et sur l'abondance des populations locales. Donc, règle générale,
on va utiliser ce qu'on appelle le principe de précaution, ce qui veut simplement dire que quand on n'est pas sûr des conséquences de nos actions, de nos gestes, on va poser les actions qui vont avoir un minimum de risque. Donc, si je ne suis pas sûr que d'amener une espèce dans un nouvel écosystème va changer l'écosystème, va perturber les populations locales, ben, si possible, je ne vais pas introduire cette nouvelle espèce-là parce que je ne suis pas sûr des conséquences que ça va avoir sur le reste de l'écosystème. On a parlé beaucoup de dispersion. On va parler rapidement de comportement parce que oui, les espèces vont choisir aussi leur habitat. Ce n'est pas simplement dû à leur capacité de se disperser ou de se répartir sur le territoire. C'est aussi en fonction de leur choix. Donc, ils peuvent sélectionner un habitat ou ils peuvent éviter un habitat. C'est le cas, par exemple, de nos petits lézards ici. Donc, deux lézards qui vivent à proximité l'un de l'autre. Il y en a un qui préfère être exposé au soleil, donc il va vivre sur les poteaux de clôture, par exemple, où il va vraiment être exposé à la lumière du soleil. Et un autre qui préfère être à l'ombre, donc il va se retrouver dans les arbres pour être caché un peu plus par les feuilles, être caché des rayons du soleil. Donc, encore une fois, ici, chaque espèce de lézard sélectionne ou évite un habitat en fonction de sa préférence pour certains facteurs abiotiques. Un autre exemple, c'est celle de la pyrale, qui est un papillon. La pyrale femelle qui va aller pondre ses œufs uniquement sur les cultures de maïs. Donc, c'est en fonction de l'odeur que le maïs dégage. La femelle est attirée par cette odeur-là et va pondre uniquement ses œufs sur les plants de maïs et pas les plants de tomates, par exemple. Donc, encore une fois, c'est une sélection d'un habitat pour cet organisme-là. Donc, c'est déjà tout pour la capsule sur la dispersion et le comportement. On se revoit pour la dernière capsule sur les facteurs biotiques. À bientôt!